Bonsoir à tous. L'heure de la paix est-elle arrivée entre le Rwanda et la RDC? Pour en parler, je reçois Guy Mafimba, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, merci. Amon Mavinga, politologue. Je vais essayer de ne pas me tromper sur Guy Mavinga. C'est les deux fleuves, de l'autre côté du fleuve. Exact. Dr Benita Touéra, enseignant à l'Université Paris-Nord-Sorbonne. Bonsoir. Bonsoir, Carly. Et Antoine Le Congo, qui refait son retour parmi nous. Bonsoir, Carly. Vous allez bien? Très bien, merci. Très bien. Monsieur, comment vous avez vécu cette rencontre à Washington entre les deux ministres des Affaires étrangères de la RDC, du Rwanda, autour du secrétaire d'État Marco Rubio, Amon Mavinga, Guy Mafimba? Une étape importante. Une étape importante parce que la paix en RDC est un impératif ou une exigence, voire humaine et morale. Pourquoi? Parce que 30 ans de conflit, j'ai eu des statistiques hier, ça fait 6 millions, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville et un pays comme le Gabon réunis, les populations, 6 millions de déplacés, on parle de plus de 10 millions de morts, donc la paix est impérative. Alors c'est une étape, oui, et cette étape, elle est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit d'abord dans le cadre de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 2773, et surtout une véritable victoire diplomatique, parce que pour une fois, le Rwanda ne peut plus jouer au faux fuyant. Il est responsable, il a signé une déclaration de principe. D'abord une déclaration de principe. Donc pour moi, c'est d'abord une première victoire. Et pour aller plus loin, c'est peut-être aussi le rattrapage du rendez-vous raté de fin 2024 entre les deux présidents à Luanda. Exactement. Docteur. Oui, on peut dire ça. En fait, finalement, ça fait... bon, peut-être pas trop le rattrapage, parce qu'on peut dire que les deux présidents, quand même, se sont rencontrés oui, mais là, il devait quand même signer un accord. Voilà, se sont rencontrés à Doha, mais ça, c'est encore un processus qui est en cours. S'il faut parler de la rencontre, en fait, qui aboutit à la signature des déclarations de principe, je pense que c'est une suite logique de ce qu'on avait pendant ces dernières semaines l'habitude déjà de voir et d'entendre, et notamment avec le déplacement de Boulos. Ambassade Boulos, oui. Voilà, donc qui a été un peu en quelque sorte tâter le terrain. Et pour mieux faire comprendre à nos téléspectateurs, que contient cet accord, docteur, aujourd'hui? Alors, l'accord contient 6 principes. D'accord. 6 principes. Le premier, c'est donc celui relatif à la souveraineté, au respect de la souveraineté, donc de l'intégrité territoriale de des pays. Et le deuxième principe, c'est un principe qui concerne les préoccupations sécuritaires, c'est-à-dire que les deux pays s'engagent de manière à ne plus soutenir des groupes armés. Et troisièmement, c'est de favoriser l'intégration économique sous-régionale. Quatrièmement, c'est de favoriser le retour des réfugiés tentes et des déplacés internes et des réfugiés, donc... le doyen Mafimba parlait tout à l'heure des 6 millions quand même de déplacés, etc. Et cinquièmement, c'est ça, hein, cinquièmement. Vous êtes à cinquième. Cinquièmement, c'est de soutenir la mission de la MONUSCO. Voilà. Et sixièmement, c'est donc d'aboutir à un véritable accord de paix qui va là recouper l'ensemble des processus, d'accord, qui ont été engagés pour, évidemment, aboutir à la paix. Et je rappelle qu'il y a une deadline jusqu'au 2 mai pour... jusqu'au 2 mai. Alors, le 2 mai, donc ce vendredi... Quel est le sens de cette date? Alors, le sens de cette date, c'est juste pour élaborer un projet. D'accord. D'accord. Le monde est encore bien loin de... Ce n'est pas un accord définitif de paix, mais c'est un projet d'accord. OK, il n'y a pas de souci. Je crois que certains commentateurs disaient qu'il fallait ratifier aussi par la suite cet accord de principe. Ou ça n'a rien à voir? Non, alors, il n'y en a rien. OK. Alors, la ratification, si nous sommes dans le cadre des accords de paix et qui touchent notamment les questions liées à la sécurité, des questions liées au commerce, etc., ces accords peuvent entrer en vigueur sans ratification. Okay. Ça relève notamment de la compétence en fait exclusive du chef de l'État et là, en l'occurrence, exercée par délégation, notamment par la ministre des Affaires étrangères. Merci beaucoup pour la précision parce qu'il y a eu... Juste une précision par rapport à... Il faut faire le parallèle avec la diplomatie. Vous savez, dans la diplomatie, il faut échelonner les visites. Il y a les visites
de travail, visite officielle, visite d'État. Et là, c'est une déclaration de principe. C'est juste comme une espèce de mémorandum d'entente, mais la particularité, c'est celui qui joue, soit le médiateur, soit le facilitateur. On va y arriver, parce que c'est le statut même du médiateur ou du facilitateur qui va déterminer la réussite ou pas, l'application ou pas de ces accords, mais on va y revenir. Justement, et le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, s'est exprimé sur cet accord sur nos antennes. C'était hier soir. On l'écoute. Il y a beaucoup de Congolais qui sont morts, qui sont déplacés, et nous pensons que cela ne devrait plus continuer. En tout cas, pour ce qui concerne la région de l'Afrique centrale, spécifiquement la région du Grand Lac, il y a eu trop de morts. Lorsque nous devons faire le comptage, nous parlons de 800 000 morts pour les génocides rwando-rwandais de 1994, mais lorsque nous devons additionner les morts au Congo, il y a eu plus de 8 à 10 millions, des statistiques qui n'arrêtent pas de gonfler. C'est trop pour cette région. Et c'est pour ça que nous voulons aujourd'hui aller vers la paix. Mais une paix qui ne doit pas être conclue à n'importe quel prix, justement. Parce que si vous regardez les 6 principes qui fondent justement la déclaration qui a été signée sous les auspices du gouvernement américain, la première chose sur laquelle nous ne comptons pas lésiner, c'est la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Et ça, c'est un point sur lequel nous ne lésinons pas, et les Rwandais le savent, et tout le monde le sait. Ce n'est pas pour rien que dans toutes les déclarations qui sortent depuis les débuts du conflit, on rappelle le soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC. Mais que par la suite, maintenant, il y a des mesures qui doivent être prises, notamment pour gérer les inquiétudes ou les préoccupations sécuritaires. Vous savez que nous sommes dans des zones frontalières où la préoccupation de la sécurité peut être à table, pour parler d'économie et pour parler de retour de réfugiés, des personnes déplacées. Et donc toutes ces choses ont fait l'objet des discussions entre les 3 parties. Et aujourd'hui, les équipes travaillent sur un projet d'accord qui ne sera qu'après sa signature, les débuts d'un autre processus qui doit apporter un changement radical de ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que là, c'est un Mavinga. Réaction au propos du ministre. Non, j'ai suivi le propos du ministre. Ce qu'il dit est vrai. Nous avons une situation terrible avec les statistiques qui font fort auto. Et donc, moi, je salue cette dynamique qui est nos États-Unis d'Amérique. Bon, je salue aussi la volonté du président Trump de peser sur les enjeux de la paix au niveau mondial, comme le fait l'Ukraine. Ça, c'est une donne. C'est vraiment une chance que nous, les Congolais, nous devons choisir. Et c'est vraiment une victoire, merci, parce que c'est une victoire diplomatique pour le président américain d'avoir réuni... Et aussi, moi, je pense que les gens qui me suivaient à l'époque, je le disais, quand les gens s'en prenaient totalement aux puissances occidentales en ce qui concerne la situation dans notre pays, moi, je disais toujours, nous devons avoir une lecture réaliste. Nous devons être ni à gauche, ni chez le pro-occidental, ni le pro-oriental, ni le pro-asiatique, mais nous devons lire nos intérêts. Et je disais que même ces puissances occidentales peuvent aussi être utilisées à un moment donné pour que nous trouvions aussi des solutions au problème de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas seulement que la Russie et la Chine qui peuvent nous aider. Et si le président des États-Unis peut peser de tout son poids, et pour que la paix puisse venir, c'est à nous de saisir. Mais comme je le dis toujours, quand on vous tend la main, c'est à vous maintenant de venir avec toute votre intelligence pour tirer profit de ce qui sera demain un accord. Et puis, ce qui m'amène à vous poser 2 questions. D'abord, est-ce que ce processus ira au bout? Et est-ce que cette paix sera favorable à la RDC? C'est ce que se posent les Congolais aujourd'hui, Antoine. Moi, déjà, je voudrais revenir sur effectivement la présence des États-Unis. On peut dire d'une certaine manière que c'est une bonne chose, mais pour moi également, ce n'est pas forcément une bonne chose parce que monsieur Mafimba, il a énoncé l'importance, en fait, nous mettons plus d'importance selon la personne qu'il y a en face, en fait. C'est la personne qu'il y a au milieu. Et donc, pour moi, j'aurais préféré que ce soit un État africain
qui puisse être au centre de l'aboutissement de ce processus-là. Certes, les États-Unis, c'est un pays extrêmement important. Première puissance qui mondiale. pèse exactement sa première puissance, mais je suis profondément panafricain, je suis jeune et je suis profondément africain. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que tout bon chemin mène à Rome et que le plus important, c'est la Certes, paix? oui, non, c'est bien pour cela que j'ai dit que c'était une bonne chose, car aujourd'hui, on est sur une bonne voie. Cependant, j'ai un petit pincement au cœur parce que, encore une fois, les décisions les plus importantes, elles ne sont pas faites sur le continent africain. Certes, il y a des bases qui sont faites sur le continent africain qui sont reprises. On parle de Nairobi, de Luanda, qui ont été repris par Doha et aujourd'hui Washington. Mais c'est quand même uniquement des bases et pas l'aboutissement d'un processus. Donc, voilà. Guy Fima. Je l'entends, hein, Ce chant panafricaniste. Ce cri panafricain ou panafricaniste de mon jeune frère là. Mais je lui dis que le monde, c'est pas un monde de bisounours. Nous avons la crise de la RDC, c'est l'une des crises les plus complexes parce qu'il y a à la fois des enjeux géopolitiques, géostratégiques et aujourd'hui géoéconomiques. 30 ans on a dit, avec autant de dégâts. Mais vous parlez de l'Afrique. L'Union africaine, depuis que la crise a ressurgi, quelle a été la réaction de l'Union africaine? Revisiter leur communiqué. Ils ont été dans l'incapacité de désigner le pays agresseur qui est le Rwanda. Or, Tshisekedi avait dit, je crois que d'autres l'avaient dit aussi, la guerre a commencé au Rwanda. La guerre a commencé avec Kagame. La guerre, enfin, le conflit a commencé avec Kagame. Mais qui a créé Kagame? Ce sont les États-Unis. Hein. Et je reviens très vite. Kagame et les Museveni, c'est le leadership créé par les États-Unis à la fin de la chute du mur de Berlin de la guerre froide. Il fallait remplacer Mobutu par une autre. Maintenant que nous sommes dans un contexte particulier, ce que j'appelle le Big Bang géostratégique, l'Amérique a dit quoi? America first, d'abord l'Amérique. Et ils se sont rendus compte, je l'avais dit sur ce plateau, que la RDC aujourd'hui, le bassin du Congo, c'est une centralité géostratégique. C'est-à-dire que la bataille du monde se joue dans le bassin du Congo. Et aujourd'hui, l'Amérique, si elle est, aujourd'hui, je termine là-dessus, au devant de la scène, c'est parce que les États-Unis ont identifié leur ennemi, leur adversaire systémique qui est la Chine. Dont Kabila avait signé le partenariat stratégique pour les minerais rares. Et l'autre, il dit, Trump, il dit non, America first, la bataille se joue maintenant sur les minerais rares, il faut aller se positionner. Raison pour laquelle je pense que c'est le meilleur statut aujourd'hui pour imposer la paix. Pour imposer la paix, et comme a dit, pour imposer la paix, il faut maintenant faire le pari de l'intelligence du côté de la classe politique de la RDC. Et là, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire? Ça veut dire que, je l'avais dit encore sur ce plateau, la RDC manque malheureusement d'hommes d'État qui confondent ce que j'avais dit, la contradiction principale et la contradiction secondaire. Si aujourd'hui tout le monde veut se positionner pour avoir des terrains, des carrés miniers dans l'est de la RDC, on ne s'en sortira pas. Mais s'ils estiment que nous devons avoir d'abord la paix, nous devons être ensemble dans une cohésion, identifier le mal, et après nous allons résoudre nos problèmes de manière secondaire, on s'en sortira. Sinon, malheureusement, ce sont les populations et toute la sous-région qui continuera d'être déstabilisée. J'avais posé la question de savoir la paix, mais la paix à quel prix? Pour faire une réponse simple, le prix de la paix en RDC, c'est quoi? C'est finalement de faire en sorte que les populations de l'Est qui, depuis 30 ans, sont massacrées, là encore, et là je parle sous le contrôle du doyen Mafinga, spécialiste des contentieux historiques, il faut rappeler une chose, que le mal du Congo de l'Est, la République démocratique du Congo, vient du génocide rwandais. Tout à fait. D'accord ? Et donc, ce génocide, depuis ce génocide, l'Est de la République démocratique du Congo est devenu le terreau des conflits armés, est devenu un enfer. Et on a eu des groupes armés comme l'AFDEL de l'ancien président
Laurent Désiré Kabila, on a suivi l'RC, on a eu le CNDP, le M23 première version, puis le M23 deuxième version. Bon, il y a eu des accords de pacotille qui avaient été signés c'est pour ça pendant qu'il y a les régimes. aujourd'hui de la part de certains Congolais de se dire, mais encore un accord, quel sera son contenu? Cet accord, est-ce qu'il sera favorable pour les... Moi, je pense qu'il y a, il y a une particularité. D'abord, il faut dissocier deux choses dans le cas de cet éventuel accord. Il y a d'abord, cet accord est signé entre le Rwanda et la RDC, dont les États-Unis sont considérés comme témoins. Ouais. Voilà, juste. Et puis, il y a un autre accord sur donc, les investissements des États-Unis en RDC. Ça, il faut dissocier ces deux choses. Maintenant, la condition que les États-Unis avaient posée, c'était laquelle? Que nous ne pouvons pas venir investir dans un climat de conflit, dans un monde où il n'y a pas de paix. Donc, la première, et on le sait tous, que la paix crée les conditions de développement. Donc, cela montre déjà la bonne foi des États-Unis de vouloir développer cette sous-région. OK. On va aller un peu plus vite parce qu'on est pris par le temps. Mais monsieur, le gouvernement, il y a eu un fait un peu particulier la semaine dernière. Le gouvernement congolais, le M23, a publié pour la première fois une déclaration conjointe dans laquelle, je cite, ils disent vouloir œuvrer à la conclusion d'une trêve. Peut-on parler encore d'une ligne rouge avec le M23, Guy Mafinga? Oui, bien sûr. La ligne rouge, elle est là. Voyez-vous, qu'est-ce que nous avons sur la table? Le processus de Nairobi, qui intégrait déjà le M23. Parce qu'on avait estimé que le M23 à l'époque devait réunir les conditions avec le gouvernement pour trouver une solution interne. Il y a le processus de Luanda où la ligne rouge a été tracée. Le président Tshisekedi a dit quoi? Je ne discuterai pas avec le M23, je vais discuter directement avec le Rwanda parce que le M23 c'est un pantin. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il y a la déclaration de Doha, la déclaration conjointe. Il n'y a aucun accord. Déclaration conjointe. Regardez les protagonistes. Du côté de la RDC, ce sont des sécuritocrates qui étaient là-bas. Du côté du M23, la même chose. Mais cette déclaration conjointe est venue après la rencontre entre le président Tshisekedi et le président Paul Kagame sous la médiation de Doha. Mais je peux vous dire que la ficelle a été tirée depuis les États-Unis. Donc la ligne rouge est toujours là. Maintenant, en termes de négociation et de facilitation, lorsque vous avez obtenu de la main gauche, il faut toujours lâcher de la main droite. Parce que, en revenant toujours sur la résolution 2773, il est bien stipulé, noir et blanc, que, en dehors du fait que Kagame, le régime de Kagame, est sanctionné sur un certain nombre de choses, désigné comme l'agresseur, mais au niveau de la RDC, on demandait à ce que le président Tshisekedi crée les conditions de dialogue avec les forces politiques et autres. Maintenant, c'est là où, je pense, nos amis de la Cinco doivent attendre ce moment-là pour rentrer dans la danse. Parce que je me trouvais M. Mavinga pour dire que c'est aussi peut-être là la victoire méthodique de la Cinco qui avait demandé un dialogue direct avec le M23. Oui, mais je pense que la Cinco et l'Église du Christ au Congo, ils sont dans une logique d'une approche globale et systémique de la crise. Parce que vous savez, pour imposer la paix est un processus global. Ce n'est pas seulement l'absence de guerre ou de conflits armés, mais c'est tout l'ensemble des aspects culturels, économiques, sociaux qui créent la configuration de bien vivre ensemble dans une société. Et donc là, nous pensons, avec le processus qui se met en place, nous serons obligés, à un moment donné, comme on vient de le dire, que la classe politique congolaise est globalement, comme je l'ai dit, toujours médiocre, parce qu'ils sont trempés dans la corruption, dans les intérêts individuels, au détriment des intérêts du pays. Et c'est là où ça fait toujours, dans beaucoup d'accords, quand les accords sont, il faut les appliquer. Et nous avons nos faiblesses qui donnent du poids aux autres par rapport au Congo. Donc moi, je pense que le dialogue qui préconise inclusif, pas seulement la Cinco, même les forces vives congolaises, nous tendons vers ce dialogue. Mais comme je l'ai dit, il faut que ce dialogue soit vraiment quelque chose qui émane d'une véritable haute intelligence congolaise. Sinon, et Amavinga, est-ce que la stratégie de la ligne rouge était mauvaise selon vous avec le M23? Bon, la stratégie de la ligne rouge, moi je pense que certaines lignes rouges, ce sont, comme moi j'appelle, sont des principes de fait.
qui nous permet de sécuriser un processus et d'aller de l'avant. Moi, je pense que le fait que le président ait mis une ligne rouge, mais il y a là un piège. Parce que quand on avait posé la question au président de la République pour savoir si les M23 étaient des étrangers ou étaient des Congolais, le président avait dit qu'ils étaient des Congolais. Et comme ils étaient des Congolais, que ça, au niveau de l'EAC et de l'Union africaine, ils ont demandé, bon, comme vous dites qu'ils sont des Congolais, alors il faut dialoguer avec vos fameux dialogue congolais. Mais toujours est-il que nous condamnons toutes les formes de barbarie qui sont là de se faire au niveau de l'Est. Nous condamnons toute approche qui est barbare, qui amène beaucoup plus de... Moi, j'ai une question pour vous quatre rapidement. Quel avenir désormais pour le M23 alors? Je vais vous dire une chose. Le M23 est parti à Doha sous la pression de Kagame qui en difficulté. Il fallait qu'il trouve les pantins. Il fallait qu'ils sortent les pantins. On a parlé ici de Kabila, non? Kabila était à Goma. Pourquoi? Kagame aujourd'hui... Enfin, présence réfutée par son état-major. Bon, d'accord. Kagame aujourd'hui, au Rwanda aujourd'hui, tous les produits sont en train de monter, les taxes partout. Kagame se rend compte que si je continue comme ça, je vais chuter. Comme je vous avais dit sur ce plateau, que Kagame risque d'avoir le même sort que Savimbi. Qu'est-ce qu'il fait? Il met en première ligne ses pantins qui sont obligés d'aller négocier. Et je souligne, à Doha, entre le M23 et les sécuritocrates du régime, c'est pas péjoratif, hein, du régime du président Tshisekedi, on a parlé des questions de quoi? Cesser le feu et autres. Il n'y a pas eu de questions politiques. Les questions politiques ont été gérées du côté de Washington. Donc, le M23 n'a pas une autre solution sinon d'épauler les armes. Et s'il veut faire la politique, il fasse la politique. Mais ceux qui ont posé des actes répréhensibles, ce sont des crimes contre l'humanité. Et donc, ils seront jugés, même avec un accord de paix. C'était ça. À quel prix? C'était un peu l'intention derrière. Alors, il faut arrêter avec on va écouter le président Tshisekedi rapidement pour fermer l'émission. Il s'est meilleur en compagnie du président Sissoko Mbalo lors d'une visite de travail. On l'écoute. Alors, à propos de cette déclaration de principe, vous le dites, c'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaité imprimer dans mon pays. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois. Et je n'en dirai pas plus, vous comprendrez pourquoi, parce que évidemment, je respecte les initiatives prises par nos partenaires. Je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité. Voilà, je vous remercie. Excellence, monsieur. Est-ce que le président Tshisekedi, monsieur, des réponses courtes, s'il vous plaît, Antoine, est en phase de rentrer dans l'histoire aujourd'hui avec cet accord? Est-ce qu'il est définitivement l'homme de la situation? Je l'ai déjà dit dans des précédentes émissions, le président Tshisekedi, pour moi, a toujours été l'homme de la situation de par son titre et de par sa qualité de président. Et donc, pour moi, oui, il est en passe de réussir à ramener la paix. Mais après, il faudra voir justement l'application de tous ces principes-là. Donc, pour moi, il a toujours les cartes en main. Et j'espère vraiment que ça va aller au bout pour la RDC, pour l'Afrique de manière générale et surtout pour les populations de Goma et de l'Est de la RDC de manière générale. En une minute, Mama Mavinga. Oui, nous appuyons toute initiative préparée pour amener la paix en République démocratique du Congo. Si le président Félix Tshilombo s'investit Tshisekedi pour la paix, on ne peut que l'appuyer, mais en disant qu'entre l'accord et la paix, il y a toujours une marge. L'accord, un papier, mais la faisabilité, c'est là où il faut qu'il y ait une grande intelligence de l'élite congolaise pour que ce qui sera un accord de paix puisse devenir véritablement une paix véritable. Donc, nous avons des efforts à faire. La paix, ce n'est pas une baguette magique, mais nous aurons des efforts à faire, notamment les forces vives congolaises, pour qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo. Dr Ben Luther. Alors, on parle d'une crise qui date d'il y a
plus de 30 ans quasiment, d'accord? Et personne n'a jamais réussi à ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, grâce à la diplomatie sémillante, pimpante du président Tshisekedi, eh bien, aujourd'hui, les Congolais ont une espèce de, on va dire quoi, une lueur d'espoir, en fait, pour que la paix revienne dans cette contrée. Donc, pour moi, c'est l'homme de la situation aujourd'hui et demain, et plus tard. Et d'ailleurs, sur votre antenne, je l'appelle, si jamais il y a changement de constitution, qu'il brigue encore attention, professeur. Un nouveau mandat. On n'est pas là pour le troisième Je le dis parce que... On ne le défend pas sur nos antennes. Parce qu'aujourd'hui, il a l'adhésion du peuple. Il a l'adhésion du peuple, c'est très clair. Son mandat dure encore longtemps. Hein. Je pense que, avoir la paix et puis, je pense que il y a des problèmes de politique interne le aussi. président Tshisekedi va rentrer au panthéon des hommes importants, non seulement dans l'histoire de la RDC, mais dans l'histoire de l'Afrique aussi. Conclure. Je voudrais convoquer la pensée de Sun Tzu dans l'art de la guerre. Sun Tzu disait dans l'art de la guerre, on peut soumettre un adversaire, un ennemi sans le combattre. Et en fait, en faisant le pari de l'intelligence, le président Tshisekedi a réussi à soumettre l'adversaire, l'ennemi systémique du Rwanda, c'est-à-dire Paul Kagame, sans combat, parce qu'il a activé ce qu'on appelle la bataille de l'opinion, que je pense les Africains sont en train de gagner. Il a activé la bataille diplomatique qu'il est en train de gagner. Il va rester peut-être la bataille militaire. Je pense que pour éviter des pertes inutiles, on pourra éviter cela si, bien entendu, M. Kagame revient à la raison. Parce que nous avons besoin d'un RDC fort, comme l'a dit mon jeune frère tout à l'heure, pour que l'Afrique décolle, parce que ça peut être un pôle de croissance. Et il faut aussi une justice forte pour que les coupables soient évidemment poursuivis. Merci à tous les quatre. Vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire parce qu'il faut le souligner, quand vous avez parlé de M23, il ne peut y avoir de paix sans la justice. Et donc moi je pense que dans ce processus-là, il faudrait qu'il y ait une justice transitionnelle pour tous les criminels humains, économiques, financiers, environnementaux, sans lequel, s'il n'y a pas de justice, il peut y avoir la paix. Et c'est comme aussi, même quand on dit qu'il y ait cohésion nationale, qu'il y ait réconciliation. Moi, je le dis toujours, la réconciliation ne peut pas précéder la justice. Mais la réconciiliation doit être un acte de justice pour que la société... Moi, je m'opposerai à la justice transitionnelle. Moi, je pense qu'il faut une justice dure, parce que la justice transitionnelle signifie quoi? C'est que les auteurs des crimes ne feront pas de la prison, tout simplement. Donc il faut que ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité, et d'ailleurs, on a le procureur de la CPI qui avait fait un tour au République démocratique du Congo, donc les enquêtes sont en cours, il faut qu'ils soient jugés correctement pour donner un précédent, un exemple à ceux qui voudraient s'aventurer. La justice transitionnelle implique aussi des sanctions. Non, c'est une justice basée sur l'aveu et le pardon, c'est tout. Parce que l'objectif de la justice transitionnelle, c'est pour concilier. Merci. C'est pour concilier, sauf à mettre en place une juridiction. Merci, messieurs. Merci à Moustapha Kanté à la réalisation. Poursuivez le débat chez vous et bonne suite de programme sur les antennes de Global Africa Télé Sud.